Cette Amérique que moi j'ai aimée, je l'ai vue depuis 20 ans être détruite de l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a la chance d'un rebond. On a mis fin à ce cycle du déclin. On a mis fin à cette descente aux enfers. Derrière Donald Trump, ici, vous avez un vrai programme de gouvernement. Vous avez un vrai programme de gouvernement sur le principe de mettre les intérêts de l'Amérique d'abord, de rétablir la situation économique en combattant l'inflation, de relancer la production d'énergie et de mettre de l'ordre dans le monde en essayant de résoudre à la fois le conflit en Ukraine et le conflit au Proche-Orient. Faire pression sur Volodymyr Zelensky, c'est très facile. Sans les États-Unis, Zelensky n'aurait pas tenu tête à la Russie comme il a réussi à le faire depuis 3 ans. La vraie question, c'est comment amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes aussi auteur, vous avez publié plusieurs livres consacrés aux États-Unis, et notamment le dernier Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. Quel regard portez-vous justement sur ce succès? C'est une victoire historique. C'est une victoire historique, c'est une victoire sur le plan personnel pour Donald Trump lui-même. C'est une victoire pour le camp républicain. Et je dirais, c'est une défaite de Kamala Harris, des démocrates et peut-être de l'idéologie woke. Tout d'un coup. Il y a, dans une élection, il y a toujours 2 camps, hein, évidemment, mais on peut gagner, je dirais, une bataille sans que votre adversaire se trouve totalement désavoué. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment une élection où les électeurs américains se sont portés pour un candidat en même temps qu'ils se sont portés contre une autre candidate. Les 2 éléments sont liés. Alors tout d'abord, c'est une victoire personnelle pour Donald Trump parce que c'est sa grande revanche. C'est sa grande revanche. Lui estimait que l'élection de 2020 lui avait été volée et peut-être que le débat sera réouvert, on verra. C'est pas nécessaire parce que c'est du passé, mais il avait une revanche à prendre sur 2020. Et il l'a prise alors que, je dirais, entre 2020 et 2024, il est passé par des moments relativement difficiles. Rappelons qu'en tant que président, il a été destitué à 2 reprises. Il y a eu ces fameux procès en impeachment, on dit en anglais. C'était jamais arrivé à aucun président de faire face à 2 procès en destitution, même s'il avait été acquitté. Suite après avoir quitté la Maison-Blanche, il a fait l'objet de poursuites judiciaires au sujet des incidents du fameux 6 janvier 2021 et pour ses propres affaires. L'État de New York a poursuivi son organisation et lui a infligé une amende de 450 millions de dollars absolument sans précédent. On l'a accusé de fausses déclarations de campagne par rapport à la campagne de 2016 suite à des versations à une star du porno, et on en a fait un grand truc avec 34 chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné sur chacun des chefs d'accusation. On attend encore la sentence, elle n'est pas tombée pour l'instant et de toute façon il y aura appel, mais il a fait l'objet de poursuites judiciaires un petit peu partout. On l'a poursuivi pour rétention de documents classifiés, ce qui normalement se fait à l'amiable entre les archives nationales et le présidence. Là, c'est passé sur les grands écrans, aux informations, et on a accusé Donald Trump limite de trahison. Il a été poursuivi en Géorgie à cause de ce qui s'était passé justement après les résultats de l'élection de 2020. Donc il a fait l'objet de poursuites judiciaires et on a cherché à le mettre hors jeu. Vous avez des États qui l'ont disqualifié de la présidentielle. Le Colorado, par exemple, au titre qu'il aurait été responsable d'une supposée insurrection de 6 janvier. Ce qui a été invalidé par la Cour suprême. Ce qui a été invalidé par la Cour suprême. Il a fallu que la Cour suprême intervienne justement pour rétablir la légitimité de sa candidature. Il a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. Et on peut d'ailleurs, au sujet au moins de la première, constater des lacunes gravissimes dans la sécurité, 1, d'un ex-président, 2, d'un candidat à la Maison-Blanche. Il s'en est sorti et c'est heureux, mais voilà, il est passé par un certain nombre de difficultés et on lui en a fait voir de toutes les couleurs et il a montré ténacité, résilience, conviction, persévérance. Donc c'est déjà, 1, une victoire personnelle pour lui.
Deux, c'est une victoire pour le camp républicain, parce que derrière Donald Trump, ici, vous avez un vrai programme de gouvernement. Vous avez un vrai programme de gouvernement sur le principe de mettre les intérêts de l'Amérique d'abord, de rétablir la situation économique en combattant l'inflation, de relancer la production d'énergie, de protéger et de réindustrialiser le pays à travers une politique beaucoup plus protectionniste que celle qui existait déjà, et de mettre de l'ordre dans le monde en essayant de résoudre à la fois le conflit en Ukraine et le conflit au Proche-Orient. Il y a aussi tout l'aspect immigration qui était très important pendant sa campagne. Absolument. C'est peut-être même le plus important. Fermer la frontière aussi bien au sud qu'au nord, parce que maintenant les clandestins rentrent aussi par le Canada, mais principalement fermer la frontière sud, peut-être terminer la construction du mur et renvoyer chez eux tous les criminels qui ont réussi à rentrer au cours des années passées. Et puis, dernier élément de la mission, on va dire, que Trump se propose, nettoyer Washington. Ce qui en anglais s'appelait drain the swamp, en finir avec la corruption douce qui règne dans ce pays, voire l'instrumentalisation du système politique aux dépens des opposants du régime, ce dont Trump a fait l'objet pendant de longues années. Donc, il n'a jamais caché à qui que ce soit le programme qu'il mettrait en place s'il était élu. Il l'a très très clairement défini, et c'est ce programme manifestement que les électeurs ont soutenu. Au-delà de ce programme, les électeurs ont également soutenu la personne de Donald Trump en dépit de tout ce que l'opposition disait sur lui. Parce que si vous regardez la campagne démocrate qui est passée par tous les éléments aussi et je dirais des épisodes sans précédent, le retrait de Joe Biden au mois de juillet, en plein milieu de la campagne, c'est lui sans précédent. Le fait que Kamala Harris est mise là à sa place sans avoir gagné un seul vote dans le cadre des primaires, elle est automatiquement placée en haut. Le reste des délégués sont supposés être très heureux de ce changement. Ils l'ont été pendant un certain temps. À l'évidence, les électeurs n'ont pas tous suivi. Ce qu'on constate sur le score de Kamala Harris, elle fait 8 millions de voix en moins que Joe Biden en 2020. Donc manifestement, elle n'a pas fait le plein des voix démocrates. Comment on explique cet écart? Parce qu'il y avait une participation d'à peu près 66% en 2020. Donc là, vous l'avez dit, quasiment, je crois, 9 millions de différentiel en termes de suffrage populaire. Pour l'instant, on ne l'explique pas véritablement. Parce qu'en plus, par rapport à 2020, on est supposé avoir 8 millions d'électeurs en plus. Donc on aurait pu s'attendre à ce que le chiffre de la participation et donc les totaux de chacun des deux candidats soient plus élevés que ceux d'il y a 4 ans. Celui de Donald Trump est exactement le même. Il a fait 74 millions de voix, peut-être 75 maintenant. Donc il est très proche de ce qu'il a fait il y a 4 ans. Il a fait le plein de son propre camp. C'est Kamala Harris. C'est Kamala Harris qui, elle, fait beaucoup moins que Joe Biden. Donc on n'a pas d'explication précise. Et on va pas ironiser sur la réalité des 80 ou 82 millions de voix attribuées à Joe Biden il y a 4 ans. Mais on constate tous un écart qui est quand même relativement important. Toujours est-il que derrière ce chiffre très décevant de Kamala Harris, il y a le rejet de sa personne. Je dirais pas de sa politique parce qu'elle ne proposait rien. C'est d'ailleurs la raison de son échec en vérité. Mais il y a surtout le rejet du portrait qu'il faisait de Donald Trump. Parce que quand vous écoutiez Kamala Harris et même quand vous écoutiez Joe Biden du temps où il était candidat à travers certains de ses discours pendant son mandat à la Maison-Blanche, Trump c'est un dictateur en puissance. Trump c'est Hitler. Trump, c'est un fasciste. Donc, cette peinture-là servait à décourager les électeurs de voter pour lui. On n'était pas sur un programme, on n'était pas du tout sur le fond. Il s'agissait de sauver la démocratie en ne votant pas pour Donald Trump et en votant au contraire pour Kamala Harris. Ce que les électeurs américains ont dit le 5 novembre dernier, c'est qu'ils n'ont pas du tout cru à cette histoire. Pour eux, Trump n'est pas une menace contre la démocratie, parce qu'un peuple républicain, avec un petit R, pour une république, pas le parti républicain, mais qui croit aux institutions républicaines, un peuple qui croit à la démocratie ne se saborde pas délibérément. Donc à l'évidence, cette tentative de diabolisation de Donald Trump par l'opposition démocrate, ça n'a absolument pas fonctionné auprès de l'électorat. Les médias aussi ont un peu joué sur ce thème-là. Les médias sont les autres perdants de l'élection. Parce que les médias ont participé au jeu démocrate tout au long de la campagne. Ils ont notamment participé à cette grande dissimulation sur l'état intellectuel réel de Joe Biden. Parce qu'il faut repartir au départ. Joe Biden avait dit il y a 4 ans qu'il ferait un seul mandat. D'accord ? Il n'a pas réussi à tenir la promesse. Lui aussi, l'ambition a gagné. Il a voulu en faire un deuxième.
Et ayant battu Trump une première fois, à partir du moment où Trump semblait être destiné à être le candidat du Parti républicain, Biden a dit « je suis le mieux placé pour le battre puisque je l'ai déjà battu une fois en 2020 ». Et le Parti démocrate a accepté cette interprétation et a tout fait pour protéger Joe Biden. Il n'y a pas eu de véritable primaire. On a eu 2 candidats mineurs. Quand Robert Kennedy Jr. s'est présenté, on lui a fait comprendre qu'il n'avait pas d'avenir au sein du Parti démocrate. Il a quitté le parti. Il s'est présenté en indépendant. Sinon, il n'aurait jamais eu droit, je dirais, à la parole. Donc, on a protégé Joe Biden et les médias ont participé à cette protection en niant qu'il y ait les moindres difficultés cognitives chez le président. Alors qu'il le savait. Alors que tout le monde le savait très bien. Y compris Kamala Harris d'ailleurs. Quiconque travaillait avec lui se rendait bien compte que sa capacité d'attention était réduite, sa mémoire flanchait très souvent, donc il avait de véritables difficultés à assurer la fonction présidentielle et encore plus à être président pendant 4 ans. Mais tout ça, ça a été mis sous le boisseau, ça a été caché. Et ce qui s'est passé au printemps, il y a eu 2 éléments au printemps. Un, les démocrates ont senti que leur tentative de faire tomber Trump à travers la justice était en train de se retourner contre eux. Il y a eu ce grand procès à New York, justement, à cause des paiements à cette star du porno, à Stormy Daniels, et la cote de Donald Trump n'a cessé de monter tout au long du procès. Il aurait dû chuter dans les sondages, les électeurs étaient supposés rejeter quelqu'un qui allait avoir une condamnation criminelle contre lui, c'est l'inverse qui s'est passé. Ce qui signifie que les électeurs ont compris que ce procès était un procès fantoche, c'était un procès politique. Il n'y avait pas de réalité derrière. Ils n'en ont absolument pas voulu à Donald Trump de faire l'objet de ces condamnations. C'est un premier élément. Et en même temps que Donald Trump montait dans les sondages, les démocrates ont compris à travers diverses enquêtes que Joe Biden n'avait pas d'avenir, que les électeurs allaient se détourner de lui et que ça allait peut-être mener à une véritable catastrophe au mois de novembre. Donc ils ont changé de perspective et ils ont décidé de se débarrasser de Joe Biden. Simplement, la difficulté, c'est qu'il était en train de remporter des primaires, il était le candidat légitime, il était le seul à pouvoir décider de se retirer. Il a donc fallu le convaincre de se retirer. Et la première étape de cet échafaudage, c'est le fameux débat du 27 juin. On organise un débat présidentiel 6 mois pratiquement avant le scrutin, c'est du jamais vu. Et en fait, ça n'a aucun sens, sinon celui de prouver à Joe Biden et aux Américains qu'il n'est plus en mesure d'être le candidat. Et à partir de ce débat qui fut catastrophique pour Joe Biden, vous avez une montée en puissance pour le pousser à se retirer de la course. Les donateurs disent qu'ils ne donneront plus d'argent. Les stars d'Hollywood, George Clooney, se retournent contre Joe Biden, disent qu'il n'est plus le même. Les élus du Congrès, Nancy Pelosi en tête, lui disent il faut comprendre, il faut se retirer. Barack Obama lui-même s'en mêle. Et finalement, à la mi-juillet, Biden jette l'éponge et il admet de se retirer au profit de Kamala Harris. Ça donne un élan au camp démocrate. La seule chose que les démocrates ont oublié, c'est qu'il y a peut-être un certain nombre d'électeurs qui se sont sentis lésés par ce process. Et il y a peut-être un certain nombre d'électeurs supporters de Joe Biden qui n'ont pas accepté cette éviction, ce sorte de coup d'État de l'intérieur. Et c'est là où on trouve le déficit des voix du 5 novembre. Il y a peut-être des démocrates qui ont dit si c'est comme ça, ils n'auront pas mon vote. Et à l'arrivée, eux pensaient, avec Kamala Harris, avoir trouvé une solution. Parce qu'immédiatement, dans les sondages, elle est remontée, elle a eu tous les médias derrière elle, il y a eu une lune de miel qui a duré jusqu'à la fin de la convention démocrate. Simplement, ce que les démocrates n'avaient pas réalisé, et ce que peut-être les sondages ne leur disaient pas, c'est qu'il y avait une partie de l'électorat qui avait déjà décidé, ils ne voteraient pas pour elle, et d'une certaine façon, l'élection était déjà jouée à ce moment-là. Donc pour vous, finalement, les médias sortent affaiblis aussi de cette élection. Bien sûr, ils n'ont pas de crédibilité. D'accord, donc il y a une forme de discrédit sur les médias grand public. Absolument. Médias New York Times, CNN, ABC. Regardez la façon dont se sont déroulés les quelques débats qu'il y a eu. Il y a eu un débat sur ABC où les journalistes ont fact-checké, je ne sais pas comment on dit ça en français, ont vérifié, en direct, on dit à M. Trump que ce qu'il venait d'affirmer était faux. Et ils ont cherché à avoir des arguments contre lui sur certaines de ses affirmations. Pas une seule fois, ils n'ont eu le même comportement vis-à-vis de Kamala Harris. Donc vous aviez un parti pris des médias qui jouait le jeu démocrate, qui acceptait leur version de l'histoire. Et manifestement, les électeurs américains
ont signifié qu'ils ne faisaient pas confiance à ces médias parce que c'est pas le narratif que eux ont accepté. Et est-ce que vous pensez que la victoire de Trump finalement symbolise en quelque sorte la revanche des oubliés finalement de cette Amérique périphérique face à l'establishment et aux élites? Bien sûr, oui. Alors le Parti démocrate a changé par rapport à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Le Parti républicain aussi. Le Parti républicain aujourd'hui est devenu le parti de l'Amérique profonde, de l'Amérique provinciale et de la classe ouvrière. Je dirais des oubliés ou des perdants de la mondialisation. Le Parti démocrate, c'est le parti des élites urbaines, élite intellectuelle, élite industrielle, élite culturelle, et puis le parti du sous-prolétariat noir et de toutes les minorités ethniques et sexuelles. Alors on voit quand même qu'il y a eu des gains importants réalisés par Trump parmi les minorités. Absolument. Surtout hispaniques. Absolument. C'est là où on a un début de réalignement, comme on dit en politique américaine vis-à-vis des élections. Une modification de la sociologie électorale. Absolument. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Très bien. Sociologie électorale. Il y a beaucoup plus d'hispaniques qui ont voté pour Trump que précédemment. Il y a beaucoup plus d'hommes noirs qui ont voté pour Trump que précédemment. Il y a même un certain nombre de femmes noires et de femmes blanches qui ont voté pour Trump que précédemment. On disait que Donald Trump avait un déficit vis-à-vis de l'électorat féminin. Finalement, ça ne s'est pas vérifié dans les urnes. Donc on a une évolution de l'électorat avec là les minorités qui commencent à, je dirais, quitter le Parti démocrate. Ce sont toujours le vote des minorités en faveur du Parti républicain reste minoritaire. Mais il progresse par rapport à ce qu'il était en 2020, en 2016 ou précédemment. Et comment on explique justement pour moi, c'est une question, de message, et deux, je dirais, de faillite de l'autre camp. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la minorité noire, notamment la minorité noire urbaine, vote démocrate? Parce que, ce sont les démocrates qui les ont soutenus durant la fameuse bataille pour les droits civiques dans les années 60, là où on a un inversement du rapport de force, d'accord, notamment dans le Sud. Et puis, c'est une administration démocrate qui a fait voter la loi sur les droits civiques, l'administration Johnson, qui a lancé cette guerre contre la pauvreté, qui a été le début d'un certain nombre de programmes d'assistance pour venir en aide à la minorité noire, notamment la minorité noire urbaine. Simplement ça, c'était il y a 60 ans. Et ce que cette politique a démontré, c'est que l'assistanat ne servait pas à vous sortir de la pauvreté, au contraire, il instituait un cycle de la pauvreté. Et vous arrivez à survivre, mais sans véritable perspective. Et après 60 ans de cette situation, il y a un certain nombre de gens de ces communautés qui se disent, moi je peux très bien monter une affaire, je peux monter une entreprise, je peux avoir du business, plutôt que de toucher un chèque du gouvernement, je peux avoir un travail, un emploi, salarié ou autre, avec des perspectives de croissance, avoir une famille et commencer à vivre avec, je dirais, autre chose que simplement un chèque qui me permette de garder la tête hors de l'eau tous les mois. Donc on a, je dirais, une fatigue de cette politique du welfare qui a toujours été la politique démocrate. Et la politique du welfare, elle sert le parti parce que les gens à qui vous donnez un chèque, eux, en échange, ils vous donnent un vote. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on arrive à la limite de cette politique et la politique de croissance proposée par Donald Trump a trouvé un écho dans cet électorat. Elle a trouvé un écho, pourquoi? Parce que Trump a déjà été président. Il y a déjà eu un mandat Trump. Et au cours des années 2017, 2018, 2019, je mets pas 2020 parce que l'économie est, je dirais, un petit peu sapée à cause du Covid, mais on avait remarqué non seulement un plein emploi aux États-Unis, mais une progression du salaire réel et une progression plus forte des salaires réels les plus bas et des personnels les moins qualifiés. Ça correspond à cet électorat-là. Donc cet électorat a vu ce qu'il était possible de faire et ils ont décidé d'aller dans ce sens-là cette fois. Est-ce que cette victoire de Trump aussi et du Parti républicain, finalement, elle manifeste le souhait d'une partie des Américains de revenir à des valeurs plus traditionnelles, finalement? Alors, je pense que cette élection marque en effet la défaite du wokisme. C'est la défaite de cette politique culturelle d'extrême gauche menée, en gros, commencée par Obama, poursuivie après et accentuée. Et c'est une politique qui n'a jamais été acceptée par l'électorat américain, parce que les États-Unis, les Américains se voient comme une méritocratie. Vous devez réussir dans la vie en fonction de votre talent et de votre capacité de travail. Et ce qu'on va vous offrir, vous, c'est des opportunités.
et que tout le monde ait la même chance, que l'on parte tous de la même ligne avec les mêmes moyens, et puis après on n'arrive pas forcément au même résultat, mais chacun arrive à un résultat qui est celui que son talent, son ambition, sa ténacité, sa force de travail lui permet d'avoir. À travers cette politique dite de DEI, de diversité, équité et inclusion, ce sont plus ces valeurs-là qui guident l'Amérique. Vous allez être ce que votre sexe, votre couleur de peau, votre origine ethnique et surtout peut-être votre orientation sexuelle vous permet d'être. Et parce que vous êtes moins représenté que d'autres groupes, eh ben on va vous pousser en avant. Mais si on vous pousse en avant, c'est qu'on bloque la porte à d'autres. Donc on casse ce système égalitaire, et je pense que ça a été fondamentalement rejeté par l'électorat américain. Donc cette tentative, cette expérimentation culturelle menée depuis un certain temps, je crois qu'elle va arriver à son terme, et que cette élection marque un basculement. Une parenthèse qui a été ouverte il y a une vingtaine d'années, sans jamais le dire, hein. Barack Obama est le premier qui ait lancé un petit peu tous ces éléments, mais il ne l'a jamais fait ouvertement, ça n'a jamais été un programme de gouvernement. C'était une façon de gérer l'administration, de gérer les espaces, les emplois publics. C'était une façon de mettre la pression également sur les entreprises privées, en regardant les quotas qu'ils avaient au sein de leurs employés, et si ces quotas ne correspondaient pas à la vision officielle, eh ben on pouvait embêter ces entreprises de manière, je dirais, indirecte, des dénonciations sur Internet et des choses comme ça. Donc tout cela, à mon avis, ça va s'arrêter. Il y aura un retour en arrière, un retour de bâton, parce que l'un des messages des électeurs américains à l'occasion de cette élection, c'est qu'on veut justement en revenir à la méritocratie qui a toujours été l'idéal et qui a fait la grandeur des États-Unis. Et alors, est-ce que pour vous, le soutien d'Elon Musk, donc qui entre autres propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, a été déterminant dans la victoire de Trump? Déterminant, je ne sais pas, mais ça a été un élément important. Bon, déterminant peut-être. C'est un élément important. Musk, il a plusieurs rôles. D'abord, il apporte beaucoup d'argent. Il a apporté de l'argent à la campagne. Plus de 100 millions de dollars. Ouais. Alors, il y a des milliardaires de gauche. Hein. Bill Gates a mis 50 millions dans la campagne. Michael Bloomberg a mis 50 millions dans la campagne. En 2020, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, avait mis 400 millions dans la campagne. Donc, l'arrivée de Musk ne change rien. C'est pas lui qui a mis le plus d'argent. C'est pas son argent qui fait la différence. Pour moi, Musk fait la différence sur trois éléments. Le premier, c'est un homme de science. Il est tourné vers l'avenir. Il veut aller sur Mars. Et il montre que le parti républicain, c'est pas simplement un parti qui regarde en arrière en regrettant une Amérique des années 50-60 où la criminalité était tout autre, où la cohésion sociale était autre, l'Amérique que Trump a connue quand il était jeune. Le parti républicain, c'est pas seulement ça. Et Trump, c'est pas seulement ça. C'est aussi un parti qui sait se tourner vers l'avenir avec des ambitions démesurées que l'on pourrait même qualifier de folles. Parce qu'aller sur Mars, personnellement, je trouve ça un petit peu fou. Mais c'est propre à l'Amérique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un homme de l'informatique, c'est l'homme de Tesla, c'est l'homme des véhicules électriques, c'est un homme qui parle à la jeunesse. Et je crois qu'il a eu un impact fondamental sur l'électorat 18-24, voire 18-30. Parce qu'il y a toute une génération qui a grandi avec les hautes technologies, qui sait les manier, qui comprend ces éléments-là et qui va s'identifier d'une certaine façon à ce que Elon Musk peut être. Et puis troisièmement, Elon Musk, c'est l'homme qui parle contre la censure. N'oublions pas que Twitter a été l'entreprise qui a le plus censuré les voix conservatrices en 2020 et qui, pour moi, a eu un impact déterminant sur la victoire de Joe Biden. Oui, on en avait parlé On en avait parlé à une époque, j'en parle dans mon livre. Sans tout ce qui s'est passé entre le FBI et Twitter de janvier à octobre 2020, je pense que le résultat de l'élection aurait été autre. Et on a une double ingérence de Twitter, réseau social, sous la conduite du FBI, ce qui est encore plus grave. Mais enfin bon, c'est notre affaire. Donc je crois que, en étant le monsieur qui symbolisait la lutte contre la censure, la lutte pour la liberté d'expression qui, je le rappelle, est le premier amendement de la Constitution. Le premier des droits individuels aux États-Unis garantis par la Constitution, c'est le droit à la libre expression, à la liberté de religion, à la liberté de la presse. Et donc, Musk, en rachetant Twitter, pour défendre justement le droit aux internautes de s'exprimer librement sur Twitter et de ne pas être censurés sous prétexte qu'ils sont conservateurs, il a symbolisé cette lutte pour la liberté d'expression. Donc sa participation a été importante pour ces 3 points.
Dernier point, si je peux en rajouter encore un, c'est un type qui déborde d'énergie. Et donc, lui et Trump vont très bien ensemble. Il a un côté gamin aussi. Il est cinquantenaire. Hein, c'est un quinquat. Elon Musk, il ne les fait pas. Il fait plus jeune. Il saute sur scène comme un basketteur. Enfin, il a un côté gamin qui est un petit peu fou, qui à mon avis, fonctionne très bien dans une campagne électorale américaine. D'ailleurs, dans une interview accordée il y a quelques semaines, le futur vice-président J.D. Vance avait déclaré que les États-Unis pourraient retirer leur soutien à l'OTAN si l'Europe cherchait justement à réglementer le réseau social X, puisqu'il y a quelques frictions entre la Commission européenne et Elon Musk au sujet de la liberté d'expression sur X. Et d'ailleurs, J.D. Vance avait ajouté que normalement les Européens étaient censés théoriquement partager certaines valeurs avec les États-Unis, et notamment la liberté d'expression. Absolument. Alors, J.D. Vance, c'est un personnage très très important, hein, dont on va beaucoup parler. Pour moi, il a un avenir politique, avenir immédiat en tant que vice-président, et puis peut-être après, parce que voilà, c'est le deuxième mandat de Trump. Donc en 2028, il faudra un autre républicain, et il y a de fortes chances que J.D. Vance soit en lice pour ce job-là. J.D. Vance, il est beaucoup plus jeune, hein, il a 44 ans si je ne me trompe pas, donc c'est une autre génération, c'est également une génération qui a grandi en partie par Internet. Il a fait fortune dans les affaires, notamment dans les hautes technologies, grâce à une entreprise de la Silicon Valley. Il comprend très bien ce fonctionnement des réseaux sociaux. Et puis sur le plan de la politique intérieure, il appartient à une génération qui se sent beaucoup moins tenue à la défense de l'Europe que la génération Trump. C'est la génération de l'après-guerre. C'est la génération les États-Unis, chefs du monde libre dans le cadre d'une guerre froide contre l'Union soviétique, qui se postule comme justement le meilleur allié et le protecteur de l'Europe. La menace soviétique, elle a disparu il y a 30 ans. Et l'OTAN n'en a jamais, semble-t-il, pris acte. Donc J.D. Vance est beaucoup moins, je dirais, attaché à la poursuite de l'OTAN tel qu'il a existé jusqu'à présent, que même quelqu'un comme Donald Trump, et il n'hésitera pas à le dire. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui d'envisager que les États-Unis se retirent de l'OTAN, c'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est pas du tout leur objectif. Parce qu'en Europe, il y a certains commentateurs qui craignent justement que les États-Unis quittent l'OTAN. Non, enfin, pour moi, c'est pas jouable. C'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce n'est pas non plus dans, je dirais, dans leurs objectifs. Ça n'a jamais été évoqué par Donald Trump durant sa campagne. Par contre, c'est une petite menace qu'ils peuvent utiliser pour faire que les Européens fassent un peu plus pour leur propre défense. Donc, Donald Trump et peut-être J.D. Vance aussi, Donald Trump sait très bien manier, je dirais, la provocation pour obtenir quelque chose de ses interlocuteurs, qu'ils soient des adversaires ou qu'ils soient des alliés. Or, les Américains estiment que leur rôle au sein de l'OTAN est trop important, au moins financièrement parlant, et que les Européens doivent mettre un petit peu plus la main à la poche pour être à la hauteur de leurs engagements. C'est la seule chose qui, pour l'instant, va faire l'objet, je dirais, de négociations. Et puis peut-être, par contre, là où il y aura, on le verra, hein, mais dans le cadre du conflit ukrainien et dans le cadre d'une résolution de ce conflit, on pourrait en effet avoir l'idée que une Ukraine pacifiée ne soit pas, en tout cas dans l'immédiat, destinée à être membre de l'OTAN. À mon avis, sa neutralité fera partie de la négociation. Alors, avant de reparler de ce sujet, effectivement, je voulais revenir avec vous sur peut-être une nomination. Donc là, Trump a fait déjà plusieurs annonces pour les nominations de sa future administration, notamment celle de Robert F. Kennedy, qui va être le prochain ministre de la Santé. Alors, une personnalité qui est assez controversée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une formidable histoire. C'est une formidable histoire. Robert Kennedy Jr., d'accord, sur le fond, il n'est pas du tout destiné à être un allié de Donald Trump. Les deux personnages n'ont pas grand-chose en commun. Robert Kennedy Jr., c'est un avocat soucieux de l'environnement, un avocat qui a beaucoup lutté contre le big business dans les années 80-90. Et Donald Trump, c'est d'une certaine façon la personnification du big business, parce qu'il a fait fortune dans l'immobilier, le béton, l'acier, ces choses-là. Donc les deux personnages n'appartiennent pas forcément au même monde. D'ailleurs, il a fait une petite saillie dans son discours, récemment, en demandant à Kennedy de ne pas s'occuper de tout ce qui était énergie, pétrole. Hein. Mais ça, c'est typique de Donald Trump. Et ça a fait sourire Robert Kennedy Jr.
Et ça montre aussi, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une belle histoire. Parce que, en fait, le Parti républicain a toujours été le parti, je dirais, où on pouvait être en désaccord sur les détails quand on était en accord sur l'essentiel. On avait un noyau, et puis la périphérie, il n'y a pas de limite, et on peut étendre. On appelait ça le parti républicain, c'était en anglais big tent, comme une grande tente, un grand chapiteau, un chapiteau qui étend sa toile au plus large, et où tout le monde n'a pas forcément à être exactement sur la même ligne. Donc il peut très bien y avoir des désaccords entre Robert Kennedy Jr. et Donald Trump sur la politique énergétique des États-Unis, inévitablement. Par contre, c'est pas le sujet que Donald Trump a confié à Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. récemment a mené un combat lié à la pandémie de Covid et à la politique tout vaccinale menée par les États-Unis, une politique qu'il a jugée justement autoritaire et abusive, et contre laquelle il s'est battu. Et c'est aussi quelqu'un qui se bat pour, je dirais, une meilleure santé des Américains, pas au niveau médical, il y a un coût de la santé, oui, mais également au niveau, je dirais, de l'alimentation. Les États-Unis sont un pays totalement paradoxal. C'est le pays le plus riche du monde, c'est un des pays où on mange le moins bien, où la nourriture est la moins saine et où les gens sont le plus malades. Ça, c'est pas logique. Et là, il y a quelque chose de fondamental à prendre en charge. Je ne sais pas si Robert Kennedy Jr. est capable de résoudre tout ce problème simplement en 4 ans, parce que pour moi, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Mais vous avez un pouvoir de l'industrie qui va de l'agro, enfin de l'industrie de l'alimentation aux États-Unis. Ça commence avec l'agriculture, cette volonté des rendements toujours plus élevés, d'ajout d'intrants dans la nourriture qui ne sont pas forcément très très sains pour ceux qui le consomment à l'arrivée, et d'une mainmise du lobby pharmaceutique sur cette façon de traiter les gens par la chimie. D'abord on vous rend malade et puis après on vous soigne, et les deux fonctionnent très bien ensemble. Ça, c'est un système américain. Donc ne pas être malade au départ, ça compte beaucoup plus, parce que ça évite d'avoir besoin de se soigner par la suite. Il y a vraiment un très très gros travail à faire là. Personne n'a jamais osé faire ce travail, parce que vous vous attaquez à 2 lobbies extrêmement puissants. On verra comment Robert Kennedy parvient à s'en sortir, mais pour moi, le fait même que l'on tente aujourd'hui de s'attaquer à cela, ça montre un changement fondamental, et ça montre la qualité ou la capacité de Donald Trump à travailler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec lui. Tout le monde dit il est autoritaire, il est intolérant, il est ce que vous voulez. La preuve que non. C'est qu'il peut s'entendre avec un Robert Kennedy Jr., alors que sur beaucoup de sujets, les deux ne voient pas les choses de la même façon. Alors, on évoquait précédemment le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors, Donald Trump avait déclaré qu'il mettrait un terme à cette guerre en 24 heures. Quelles seront les conséquences de son élection sur ce conflit? Est-ce qu'on doit s'attendre à une rupture stratégique par rapport à l'administration Biden? Ah oui, absolument. Alors, il faut jamais prendre les propos de Donald Trump au pied de la lettre. Mais ils ont toujours un sens. Donc les 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais résoudre ça en 24 heures. Pour moi, ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'il pense être en mesure d'exiger un cessez-le-feu en 24 heures. Ça, c'est déjà une chose. Un cessez-le-feu. L'ouverture de négociations. Faire pression sur Volodymyr Zelensky, c'est très facile. Sans les États-Unis, Zelensky n'aurait pas tenu tête à la Russie comme il a réussi à le faire depuis 3 ans. Ça, c'est une première chose. Donc, amener Zelensky à la table des négociations, du côté américain, c'est relativement facile. Et lui faire comprendre qu'il y aura des concessions, ça c'est peut-être moins facile, mais ça fait partie de la négociation. La vraie question, c'est comment amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Parce que techniquement, Poutine estime qu'il est en train de gagner cette guerre. Il a conquis un certain nombre de territoires. Sur la carte, la Russie contrôle aujourd'hui une partie de l'Ukraine, et si on gelait les positions militaires, il sortirait gagnant de ce conflit, à un coût humain absolument invraisemblable, mais il sortirait quand même gagnant de ce conflit, d'autant qu'il a récupéré la Crimée et que ça, elle va rester russe, ça me paraît une évidence. Donc la difficulté, c'est d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Et je pense que Trump compte le faire en maniant la carotte et le bâton, comme on dit. C'est-à-dire que d'un côté, il dira à Poutine, moi je suis prêt à ce que dans le cadre des négociations, vous obteniez une certaine des choses que vous souhaitez. Par exemple, la neutralité de l'Ukraine. Garantir que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN.
pas pour 20 ans, pas pour 40 ans. Ça, c'est quelque chose que Trump serait parfaitement prêt à concéder à Vladimir Poutine. Par contre, il va lui dire, mais si vous voulez pas négocier, moi je donne beaucoup plus d'armes à M. Zelensky qu'il en a eu jusqu'à présent, et il aura la capacité, comme il le souhaite, de toucher votre pays beaucoup plus profondément qu'il ne l'a fait maintenant. Et si vous venez pas, on le surarme, et là, vous verrez la différence. Donc, Trump sait parler comme ça. Il sait utiliser des menaces qui peuvent paraître très très provocantes, et comme il a cette réputation d'être un homme de parole, je suis persuadé que Vladimir Poutine écoutera ce discours. Et que, d'autant que Vladimir Poutine aura tout intérêt à participer à une négociation, parce que malgré tout, cette guerre pèse sur la Russie, considérablement. La Russie parvient à vendre du gaz à la Chine et à avoir certains revenus, mais c'est une guerre qui lui coûte très cher en coût humain, et je dirais également en coût militaire, sans parler des coûts économiques, des sanctions dont elle fait l'objet. Donc Trump a envie que ce conflit cesse pour passer à autre chose. Et donc je crois qu'il y aura une rupture, parce que pour l'instant les États-Unis, eux, l'administration Biden, se contentent de ce qu'on appelle stalemate en anglais. C'est presque un résultat nul, qui n'est pas si nul que ça. Mais si vous ne faites rien, c'est une guerre qui peut se prolonger. Parce que est-ce que l'un ou l'autre camp sont capables d'une victoire totale? Non. Et à partir de là, il n'y a pas de solution. Donc Trump veut inverser cela. Il veut faire stopper, donc il y aura une véritable rupture à partir du jour où il sera en place, à partir du 20 janvier. Parce qu'il a régulièrement été soupçonné de complaisance avec Vladimir Poutine, certains allant même jusqu'à dire que c'était un pion du président russe. Ça, c'est ridicule. Et ça, ce n'est soutenu par aucune réalité statistique ou autre. La politique de l'administration Trump contre la Russie était beaucoup plus sévère que celle de l'administration Obama. C'est Donald Trump qui a armé l'Ukraine. Oui, les fameux missiles anti-chars. Les fameux missiles Javelin, voilà, qui ont beaucoup aidé l'Ukraine au début du conflit. Trump avait institué des sanctions contre la Russie, justement, à l'époque, à cause du non-respect des accords de Minsk. Donc, la politique de Donald Trump n'a jamais été complaisante vis-à-vis de la Russie. Il reprochait beaucoup aux Européens de se reposer sur le projet Nord Stream. Souvenez-vous, c'est lui qui souhaitait que ce projet ne soit pas finalisé. Et finalement, c'est les Allemands qui l'avaient beaucoup critiqué et puis qui se sont fait piéger à l'arrivée. Donc la politique de Trump n'a jamais été complaisante vis-à-vis de la Russie. Trump veut vendre du gaz naturel américain aux Européens. Or, du temps d'Obama et du temps de son premier mandat, l'Europe, notamment l'Allemagne, achetait tout son gaz à la Russie. Donc Trump n'aimait pas ça. Et donc il pénalisait à la fois la Russie et le reprochait beaucoup aux Allemands. L'une des choses qu'il va essayer de faire là, vous allez voir que les Américains, les États-Unis vont relancer leur production de gaz naturel, et il va demander aux Européens d'acheter du gaz américain s'ils veulent que lui reste dans l'OTAN. C'est ça qu'il va manier avec eux. Et en fait, il n'a pas envie de sortir de l'OTAN, mais il va utiliser cette menace pour vendre son gaz naturel aux Européens. Lui, il veut que les États-Unis s'enrichissent. Pour s'enrichir, il faut faire du commerce. Et qui mieux que pour vous acheter ce que vous produisez que vos alliés? Vous les protégez, ils vous donnent bien quelque chose en retour. C'est la moindre des choses. Mais je crois que justement Ursula von der Leyen récemment a indiqué que les Européens étaient prêts à acheter du gaz naturel liquéfié américain. Oui. Puisqu'il y a un problème aussi pour Donald Trump visiblement par rapport aux excédents commerciaux générés par l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Aussi. Donc il a dit que l'Union européenne allait payer le prix fort et qu'il était prêt à augmenter les droits de douane sur les produits importés et pas seulement chinois. Oui, absolument. Ça fait partie de la politique américaine, rééquilibrer un certain nombre d'échanges par des tarifs. Alors, la menace des tarifs est aussi importante que la mise en place du tarif douanier lui-même. Donald Trump est adepte à annoncer des tarifs exorbitants, même s'il n'a pas véritablement l'intention de les mettre en place, parce qu'il sait que ça va attirer l'attention de son interlocuteur. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Et les Européens ont compris qu'aujourd'hui, il valait mieux être, je dirais au moins à l'écoute de Donald Trump que faire de l'opposition primaire. Donc c'est ça qui a été exprimé à travers ce communiqué de Madame von der Leyen.
Et d'ailleurs, pendant la campagne, Trump a aussi déclaré qu'il mettrait fin à ce qu'il qualifie de grande arnaque verte, en référence finalement aux centaines de milliards de dollars dépensés par l'administration Biden pour développer les énergies renouvelables. Alors ça, c'est vrai. Là, on est à la fois sur le plan, je dirais, de la politique intérieure des États-Unis et je dirais sur le plan des relations internationales. Donald Trump va à nouveau, je pense, quitter le fameux accord de Paris. C'est plus le dernier en date, mais il va quand même le quitter parce qu'il trouve cet accord à la fois inutile et totalement biaisé aux dépens des États-Unis. Lui n'est pas du tout convaincu d'une urgence climatique. D'accord ? Il n'est pas du tout convaincu du besoin d'une transition énergétique et de l'abandon des énergies fossiles. À partir de là, il y a tout un tas de politiques aux États-Unis qui vont être mises en cause. Notamment le fameux Inflation Reduction Act de Joe Biden aussi. Certains demandent déjà que cette loi soit annulée. Repeal, je sais pas ce qu'on dit en français, mais inversée. Donc annulée, parce que c'est une loi qui engage le gouvernement à un certain nombre de subventions sur des années, voire des décennies. Et ce qui d'ailleurs entretient au passage les déficits budgétaires. Donc il est fort possible qu'avec une majorité républicaine au Congrès, on parvienne à supprimer cette loi et en tout cas supprimer toutes les subventions qu'elle implique. Oui, les partisans de ce qu'on a appelé en anglais le Green New Deal, donc cette nouvelle donne verte, sont aussi les grands perdants de l'élection. Donc, étaient plutôt des démocrates. Hein. Comment ? Qui étaient des démocrates qui étaient favorables. Ce sont principalement des gens voire l'aile gauche du Parti démocrate, l'aile environnementaliste du Parti démocrate, oui. Et d'ailleurs, vous parliez du fait que Donald Trump, finalement, voulait relancer la production d'énergie aux États-Unis. D'ailleurs, un des slogans hein, pendant sa campagne, Drill, Baby Drill, c'était quelque chose qu'il répétait très régulièrement. Absolument. Donc pour faire baisser l'inflation en faisant baisser le coût de l'énergie aux États-Unis, peut-être que ça aura aussi éventuellement pour effet de faire venir des entreprises européennes industrielles aux États-Unis où l'énergie sera encore moins chère. Oui, c'est un tout en fait. Tout fonctionne vers le même objectif. L'objectif, c'est une réindustrialisation du cœur de l'Amérique. Et l'objectif, c'est de profiter d'une des grandes richesses de l'Amérique, c'est-à-dire de son sous-sol. L'Amérique regorge d'énergie fossile dans énormément d'endroits, hein, même sans parler des offshore, hein, rien que à l'intérieur du territoire. Et l'idée, c'est de relancer la production d'énergie pour faire baisser le prix de l'énergie et donc lutter contre l'inflation, parce qu'il y a un effet corrélatif qui est direct. 2, relancer les emplois, parce que derrière la production d'énergie, il y a des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. 3, inciter les entreprises étrangères de production diverses, pas forcément automobiles, mais diverses entreprises à venir sur le territoire américain pour éviter justement des tarifs douaniers de produits qui seraient réalisés à l'extérieur et exportés vers les États-Unis, et également relancer l'emploi sur le territoire américain. La politique des tarifs douaniers, c'est pas simplement une politique, je dirais, protectionniste, c'est une politique de réindustrialisation, parce que elle a pour objectif d'inciter les entreprises étrangères qui seraient victimes de tarifs prohibitifs à plutôt venir construire sur le territoire américain, à produire à l'intérieur des États-Unis, donc à créer des emplois et de la valeur ajoutée aux États-Unis. C'est ça le but réel. Donc les économies européennes ont peut-être quand même quelques soucis à se faire par rapport à l'élection de Trump. Hein. Dans un premier temps, il y aura des négociations à mener. Parce que Trump va jouer, mais la difficulté de ces je dirais négociations commerciales, c'est qu'elles sont souvent plus bilatérales qu'européennes. L'Allemagne n'exporte pas vers les États-Unis la même chose que la France exporte. Donc on verra si on a des tarifs qui seront mis sur toute la table, sur l'ensemble des produits importés, c'est ce que Donald Trump a laissé entendre, ou bien si on peut avoir des accords bilatéraux pour faciliter l'accès de certains produits, si d'un autre côté, l'Europe, elle aussi, laisse rentrer un certain nombre de produits américains. Les Américains reprochent aux Européens d'imposer justement un tarif minimum de 25% sur tous les produits qui sont importés depuis les États-Unis, alors que les États-Unis n'ont pas systématiquement un tarif équivalent sur ce qu'ils importent de l'Europe. Donc Donald Trump va rééquilibrer les termes de l'échange, c'est ce qu'il aime faire. Donc il y aura des négociations, mais je pense qu'elles seront plus bilatérales que simplement Union européenne.
Alors, on a parlé du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Lors de son premier mandat, Trump avait aussi multiplié les gestes en faveur d'Israël. Il avait notamment déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il avait aussi encouragé la normalisation des rapports entre plusieurs pays arabes et Israël à travers les fameux accords d'Abraham. Quelles vont être les conséquences de la victoire de Trump pour le Moyen-Orient, selon vous? Bah, pareil, la rupture sera peut-être moins flagrante qu'avec sur la politique ukrainienne, mais il y aura quand même une rupture. Donald Trump a 3 objectifs au Moyen-Orient, 3 objectifs qu'il a clairement énoncés. Le premier, c'est une paix très rapide à Gaza. Le second, c'est une solution pacifique durable au conflit israélo-palestinien, donc dans sa donnée un petit peu plus large. 3, c'est une normalisation des rapports au moins entre l'Arabie Saoudite et Israël, voire entre Israël et d'autres voisins arabes. Ce 3e point, c'était le cœur des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham qu'il avait réussi à négocier durant son premier mandat, via son gendre, Jared Kushner, c'était un moyen de parvenir à la paix au Moyen-Orient en passant d'abord par la périphérie, en faisant le plus facile, c'est-à-dire en normalisant les rapports entre Israël et ses voisins les plus proches, les obliger à reconnaître la légitimité de l'existence de l'État d'Israël, ce que beaucoup de pays arabes n'ont pas encore fait, au passage, d'accord, et isoler de cette façon la question palestinienne pour pousser à une solution à l'arrivée. Là, c'est plus difficile à faire parce qu'on a un conflit, je dirais, extrêmement violent, extrêmement dévastateur à Gaza, à cause du pogrom du 7 octobre, de l'attaque du Hamas, voulu par l'Iran, poussé par l'Iran, organisé par l'Iran, financé par l'Iran. Et donc, dans un premier temps, Donald Trump souhaite que, je dirais, la rétaliation, les représailles israéliennes viennent à leur terme. C'est-à-dire que le Hamas soit totalement démantelé, exactement comme le souhaite Israël aujourd'hui. Voire le Hezbollah au Liban également totalement démantelé. Je ne vois pas Donald Trump intervenir comme l'a fait l'administration Biden pour pousser un cessez-le-feu avant que cet objectif n'ait été atteint. Au contraire, je pense qu'il va le soutenir. À partir du moment où cet objectif aura été atteint, là, il dira stop et maintenant on parle. Maintenant, on parle avec qui, dans quelles conditions, ça restera à déterminer. Il a déjà nommé un envoyé spécial au Moyen-Orient. C'est un monsieur qui s'appelle Steve Witkoff, qui est c'est pas un diplomate, c'est un milliardaire de l'immobilier, tout comme lui, par contre, qui est juif, qui est très proche de Netanyahou. Donc là, l'engagement américain, il ne fait pas de doute. Il a nommé comme ambassadeur en Israël M. Mike Huckabee, qui est un ancien gouverneur de l'Arkansas et, je dirais, un fondamentaliste chrétien fondamentaliste, très très proche également de l'État d'Israël, qui estime qu'il y a un lien, je dirais, religieux entre la destinée du peuple juif et la destinée du peuple américain d'une certaine façon. Donc ce sont 2 personnages qui ne font pas, je dirais, qui ne dissimulent pas leur engagement pro-israélien. Donc l'engagement américain, il va être très très clair dans ce combat. Par contre, ce ne sont pas des belliqueux. Et Donald Trump non plus n'est pas un belliqueux. Et Donald Trump souhaiterait ultimement que le déploiement américain au Proche-Orient, les soldats qui sont encore en Syrie, qui sont encore en Irak, toute la flotte qui est développée, toutes les bases américaines qui sont sur place, il souhaiterait que certaines puissent revenir ou qu'on puisse un petit peu réduire la voilure. Et pour réduire la voilure, il faut absolument parvenir à une forme de coopération pacifique dans la région. Ça passera inévitablement aussi par une remise à sa place de l'Iran. Parce que c'est l'Iran qui est la cible, je dirais, cachée de tout ça, ou la cible indirecte, et le contentieux personnel entre Donald Trump et les Iraniens existe
au-delà de la relation ou du contentieux entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump, c'est celui qui avait fait tuer Qassem Soleimani, souvenez-vous, le premier militaire responsable des activités terroristes de l'Iran. Les Iraniens ont eu une tentative d'assassinat contre Trump. Vous avez des agents iraniens qui ont été arrêtés aux États-Unis durant la campagne parce que, avec accusation d'être en train de préparer un assassinat contre Donald Trump. Vous avez certains officiels iraniens qui n'ont pas caché que s'ils avaient la possibilité de le tuer, ils le feraient. Donc il y a un double contentieux. Vous avez un contentieux qui est totalement personnel, et puis évidemment, il y a des relations d'État qui sont très difficiles. Donald Trump avait compris que pour avoir la paix au Proche-Orient, il fallait entre autres saper les capacités de l'Iran à déstabiliser la région. Bon, bah ça, il va, comment dirais-je, s'atteler à le faire, et ce sera l'un des aspects les plus, non pas difficiles, mais les plus délicats de sa politique étrangère au Moyen-Orient. Il avait retiré d'ailleurs les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, oui, absolument. Ce qui lui avait été beaucoup reproché en Europe, hein, d'ailleurs, à l'époque. Oui, parce que tout le monde pensait qu'on pouvait s'accommoder avec les moullahs. Là, il y a une différence de vision fondamentale. Donald Trump considère que on ne peut pas s'accommoder avec le régime iranien. Et à partir de là, c'est un régime qu'il faut maintenir dans sa boîte. S'il veut rester sur place, Donald Trump ne va pas chercher à renverser le régime des mollahs. C'est pas son objectif, c'est l'affaire des Iraniens s'ils veulent le faire eux-mêmes. Par contre, il va, comme il l'aurait fait avec Saddam Hussein à la place de George Bush, quand vous avez un diable, mais que ce diable est dans sa boîte, il pose pas de problème. Le problème, c'est si vous le sortez de sa boîte. Ou si vous cherchez à aller le dénicher pour en mettre un autre diable à sa place que vous ne contrôlerez pas mieux. Donald Trump était contre l'intervention en Irak, parce qu'il estimait que Donald Trump était dans un état tellement affaibli qu'il ne représentait plus une menace. Et que Saddam Hussein ne représentait plus une menace. Donc pour lui, cette guerre était inutile. D'autant que ça a déstabilisé aussi la région derrière. Absolument. Donc il va avoir la même approche vis-à-vis de l'Iran. Remettre ce diable dans sa boîte, empêcher l'Iran d'être une puissance déstabilisatrice. Pour ça, il faut des cours du pétrole bas. Parce que la grande ressource iranienne, c'est le pétrole. Et c'est mettre des sanctions à ceux qui vont acheter du pétrole à l'Iran. Faire comprendre aux Chinois que s'ils veulent avoir de bonnes relations commerciales avec les Américains, faut qu'ils cessent d'acheter du pétrole à l'Iran. C'est très difficile à faire passer ça. Mais ça fait partie du message. C'est un tout où chaque élément a son rôle à jouer. Et l'élément économique, je dirais, est essentiel. Peut-être faire comprendre également aux Iraniens que s'ils veulent une relation plus ou moins pacifiée avec les États-Unis, va falloir qu'ils renoncent à un certain nombre de leurs activités terroristes. Est-ce qu'ils en sont capables? On verra. Les Israéliens ont démontré qu'ils avaient une parfaite connaissance du régime, qu'ils étaient capables de frapper où ils voulaient, comme ils voulaient, quand ils voulaient. Les événements de l'année passée ont beaucoup fait réfléchir les Iraniens. Ils se rendent compte qu'ils sont totalement vulnérables, individuellement eux et en tant que régime. Donc ça ne va pas cesser, au contraire. Je pense que Donald Trump va faire monter la pression encore plus. Vous parliez de la Chine. Pendant sa première présidence, Trump avait adopté une politique intransigeante vis-à-vis de Pékin, notamment sur le plan commercial. Quelle approche va-t-il adopter pour son second mandat selon vous? Est-ce qu'il va durcir la politique menée par l'administration? C'est la même. C'est une approche intransigeante. Il a nommé un monsieur qui s'appelle Mike Waltz, qui est un élu de Floride, comme conseiller à la sécurité nationale. Mike Waltz fait partie des rares Américains qui, depuis des années, dénoncent une politique américaine beaucoup trop complaisante vis-à-vis de la Chine. Pour lui, et pour beaucoup d'autres analystes, l'adversaire, le rival fondamental des États-Unis aujourd'hui dans le monde, c'est la Chine. Et c'est pas forcément un adversaire militaire. Non, mais vous avez une rivalité économique, une rivalité stratégique aussi entre ces deux grandes puissances. Et la Chine n'a jamais caché son ambition de devenir la première puissance mondiale, économique et militaire. L'objectif des États-Unis, au contraire, c'est de limiter cette extension économique de la Chine. La difficulté, c'est que par rapport à la guerre froide qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Union soviétique, où le monde libre, à l'époque, l'Occident,
et l'Union soviétique, c'est que il n'y avait pas d'imbrication économique. On était dans deux régimes totalement séparés. Là, les économies américaines et chinoises sont totalement imbriquées l'une dans l'autre. Sans les États-Unis, la Chine perd une partie considérable de sa capacité à exporter. Sans la Chine, les États-Unis, demain, seraient un pays où certains produits, pas forcément de première nécessité, mais que les Américains consomment en permanence, ne seraient plus disponibles. Lesquels, par exemple? Tout ce qui est vêtements. Il y a pas d'industrie textile aux États-Unis. Aucune. Donc, du jour au lendemain, vous verriez les chaussures, enfin tout le textile, par exemple, un certain nombre de produits qui rentrent dans la production de produits de haute technologie dépendent de la Chine. Donc, d'autres encore. Mais les États-Unis sont grandement dépendants de la Chine pour un certain nombre de produits quotidiens qu'ils seraient en mesure de produire eux-mêmes, mais certainement pas au même coût, certainement pas au même prix. Et à partir de là, vous avez une implication, je dirais, des deux économies. C'est ça qui rend la chose plus difficile. Donc l'objectif de la diplomatie de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, il va être double. Le premier, ce sera de chercher à rééquilibrer encore une fois les termes de l'échange pour que le déficit commercial entre les deux pays se comble. Est-ce que la Chine est prête à s'ouvrir et jusqu'à quel point? On verra. Ce dont se plaignent beaucoup d'hommes d'affaires américains, c'est qu'ils n'ont toujours pas accès au marché chinois. Ils n'ont certainement pas accès au marché chinois selon les mêmes termes que les Chinois ont accès au marché américain. Donc, dans un premier temps, Donald Trump va fermer le marché américain à un certain nombre d'entreprises chinoises, à les obliger eux-mêmes à ouvrir le leur ou à créer une forme de négociation. C'est le premier point. Deuxième point, sur le plan beaucoup plus stratégique, Donald Trump va faire comprendre aux Chinois qu'il y a des accords entre Taïwan et les États-Unis et qu'il n'est pas prêt à renoncer à ces accords et que dans l'intérêt de tout le monde, le côté très belliqueux de la Chine, parce que la Chine a toujours, c'est aussi manier une certaine forme de provocation, notamment en mer de Chine, ne sera pas le bienvenu. Et que les Américains sont aussi responsables de la liberté des routes du commerce sur place et qu'ils n'entendent pas abandonner ce rôle. Donc, parce qu'on entend souvent, notamment en Europe, des observateurs qui craignent que l'élection de Trump finalement soit synonyme de repli, voire d'un retour à une politique isolationniste de la part des États-Unis. Pour vous, c'est pas le cas? Pour moi, je fais une différence entre isolationniste et non-interventionniste. Un pays isolationniste, c'est vraiment un pays qui se replie sur lui-même, qui se retire du monde et qui va avoir une forme de politique presque autarcique. Pour moi, aujourd'hui, si vous regardez, la Russie fonctionne plus de manière autarcique que les États-Unis. Les États-Unis sont totalement dépendants du reste du monde et ils sont totalement présents dans le reste du monde. Ça ne va pas changer. Parce que la puissance américaine que Donald Trump entend restaurer, elle passe également par du commerce, entre autres, et une forme de présence militaire dans le reste du monde. Par contre, que des soldats américains, que des GIs, que des citoyens américains aillent mourir pour une cause étrangère, ça non. Ça, il n'en est pas question pour Donald Trump. Donc il sera non-interventionniste et il va considérer qu'il n'est pas de la responsabilité des États-Unis d'être le gendarme du monde et surtout pas d'être l'argentier de la paix armée entre certains pays du monde. Il va laisser d'autres faire ça parce que pour lui, un, ça coûte trop cher et deux, ce n'est pas la vocation des États-Unis. Les États-Unis ont intérêt à se concentrer sur leurs propres difficultés aujourd'hui. Le pays a besoin d'être reconstruit, modernisé, il y a un besoin d'infrastructures, il y a énormément de choses à faire aux États-Unis que le pays a ignoré jusqu'à présent au nom justement de ses responsabilités à l'extérieur. Ça va changer, mais c'est pas de l'isolationnisme. Est-ce que Trump sera en mesure de réduire les clivages au sein de la population américaine selon vous et de favoriser l'union? Avec certains, non, parce que vous avez une extrême gauche aujourd'hui qui est totalement anti-Trump. Maintenant, c'est pas cet électorat qu'il va viser. Il y a une opportunité pour les républicains ici de convaincre
dans les 2 ans à venir, ça va être très important. Il y a énormément d'Américains qui manifestement sont pas seulement fatigués des clivages politiques, ça c'est une chose, mais ils sont fatigués que leur pays aille mal. Hein, pour moi, le sondage le plus important pendant la campagne, c'est 75% des Américains qui vous disent que le pays va dans la mauvaise direction. Les Américains sont fatigués d'une criminalité endémique dans les villes. Ils sont fatigués de l'emprise de certaines drogues synthétiques, légales ou pas, qui tuent littéralement leur population. Le fentanyl notamment. Fentanyl notamment, qui n'est pas une drogue officiellement, mais qu'en est une en réalité. Ils sont fatigués de voir leurs frontières bafouées par des gens qui arrivent et qui estiment qu'aux États-Unis on peut faire tout ce qu'on veut. Ils sont fatigués de voir leurs policiers attaqués en pleine rue et être incapables de répondre parce qu'ils sont supposés respecter telle règle de droit et telle autre règle, droit des victimes, jamais droit des criminels et jamais droit des victimes. Donc les Américains ont voté pour Trump pour que tout cela cesse, pour que tout cela change. Et ils estiment qu'il a la poigne suffisante pour être capable de remettre de l'ordre. Et je pense aussi que fondamentalement, l'Amérique est plus proche de valeurs traditionnelles issues de la religion, de la famille telle qu'elle l'était avant, que des valeurs progressistes en lien avec l'idéologie LGBT. Donc c'est tout cela qu'ils veulent en même temps. Et on va voir la capacité avec laquelle le camp républicain, qui actuellement contrôle le Congrès, les républicains ont une chance, il y a une fenêtre d'opportunité exceptionnelle et brève. Ils ont la Maison-Blanche, ils ont la majorité aux 2 chambres du Congrès, ils ont la Cour suprême avec eux. Donc là, ils contrôlent, c'est le grand chelem. Ils contrôlent les 3 branches du pouvoir, et en ce qui concerne la branche législative, donc ils ont une capacité à passer des lois et à mettre en place le programme de Donald Trump. S'ils gâchent cette opportunité, je pense que les électeurs les sanctionneront très rapidement. Donc ils ont 2 ans pour agir et montrer qu'ils sont capables d'inverser la direction du pays, de le faire aller dans la bonne direction et de commencer à résoudre un certain nombre de problèmes. L'immigration clandestine, c'est très facile, ça va être le premier, et les Américains devraient voir les résultats, je dirais, de manière immédiate, même si ça peut être brutal, parce que des expulsions, c'est jamais facile à mettre en place, et c'est le programme qui va se passer. Vous avez des gens qui vont se faire expulser des États-Unis. C'est un de ses principaux engagements de campagne. Hein. C'est l'un des principaux engagements. Deuxièmement, lutte contre la criminalité. Troisièmement, lutte pour assainir le système politique, assainir le marécage que Washington est devenu. Ce qu'il appelle l'État profond. Voilà, nettoyer l'État profond. Cesser que le ministère de la Justice soit simplement instrumentalisé au profit du pouvoir en place et aux dépens de l'opposition. Ce qui est un scandale, je dirais, ce qui transforme les États-Unis en république bananière. Mettre fin à tout cela. Donc j'espère qu'il y aura une unité pour que pendant les 2 ans à venir, au moins, Donald Trump ait les moyens de mettre en place et de réaliser son programme et de réaliser les promesses qu'il a faites aux électeurs et pour lesquelles les électeurs l'ont renvoyé à la Maison-Blanche. Pour moi, c'est essentiel. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait être animé aussi par une forme de sentiment de revanche, hein? Vous parliez justement de cette nomination au ministère de la Justice, compte tenu des déboires judiciaires, politiques qu'il a subis ces dernières années, ou quel va être l'héritage qu'il voudra laisser au terme de ce second mandat pour vous? Comment il voudra qu'on se souvienne de lui? Pas en termes personnels. D'ailleurs, il l'a dit pendant sa campagne, et moi je lui fais confiance, il a dit la victoire sera la meilleure des rétributions. Et pour moi, c'est vrai. Là, il jouait très gros. J'ai dit au tout début de cet entretien que c'était une victoire personnelle. Imaginez qu'il ait perdu l'élection. Bien, s'il perd l'élection, il n'est plus personne. On lui promettait la prison, dans ce cas-là. On lui aurait promis la prison et on l'aurait mis en prison. Parce qu'il a été condamné justement à New York 34 chefs d'inculpation pour lesquels il risque je ne sais combien d'années de prison. Et les démocrates se seraient fait une joie personnelle, privée, de dire voilà, c'était un dictateur, et ben les dictateurs, ça finit en prison. Et ils l'auraient mis en prison. Et ils auraient ruiné son organisation au passage. Donc, il avait énormément à perdre s'il ne gagnait pas l'élection. Il avait un intérêt personnel, je dirais, à être élu, parce que maintenant, c'est vrai qu'il bénéficie, au moins pour 4 ans,
de l'immunité présidentielle, et cette immunité peut même s'étendre après, puisqu'elle a été confirmée par une décision de la Cour suprême. Et les procès en cours vont s'arrêter. Les procès ils vont être au moins suspendus et peut-être annulés. Puisqu'il lui reste encore 4 procès, je crois. Alors, pas tous, parce qu'il y en a qui pourraient reprendre à l'issue de sa présidence, notamment le procès contre son organisation. Mais là, ce procès, il est plus souhaitable qu'il se poursuive, parce qu'à mon avis, Trump gagnera en appel. Donc, il a plutôt intérêt à ce que certaines poursuites soient maintenues. Idem, s'il était condamné dans le cadre de ces 34 chefs d'inculpation pour ses paiements à Stormy Daniels, enfin l'affaire de New York, je pense qu'en appel, ses avocats auraient des choses à dire et qu'ils risqueraient d'inverser un certain nombre des sanctions, enfin de la condamnation qui ont été portées contre lui. Mais ce qui va s'arrêter définitivement, c'est l'enquête du procureur spécial sur le 6 janvier et sur la rétention de documents classifiés. Par contre, on pourrait, ce serait l'ironie de l'affaire, on pourrait voir le Congrès, les élus du Congrès, réouvrir le dossier. Réouvrir le dossier pour faire, je dirais, une contre-histoire du 6 janvier. Le rôle du FBI dans la journée du 6 janvier et dans les événements qui ont mené aux incidents du 6 janvier n'a jamais été éclairci, n'a jamais été clairement établi. Au nom d'enquêtes en cours et du secret de l'instruction, le directeur du FBI, M. Christopher Wray, qui va sans doute être remplacé par quelqu'un d'autre, a toujours empêché que l'on aille véritablement savoir qui était qui ce jour-là. Combien y avait-il d'informateurs du FBI au sein des manifestants du 6 janvier? Quel a été leur rôle actif? Qui, le premier, a renversé les barrières, a poussé les policiers, a incité la foule à prendre d'assaut le Capitole? On ne l'a jamais véritablement établi. Il y a des soupçons d'instrumentalisation, vous voulez dire, absolument, de la part du FBI? Ah oui, on sait qu'il y avait des informateurs. Combien, quel a été leur rôle, qui ils étaient, ça on ne le sait pas, ça n'a jamais été dit. Or, vous avez il y a 40 000 heures de vidéos, des vidéos extérieures, des vidéos privées, qui montrent clairement certaines personnes ayant un rôle beaucoup plus pousse au crime que d'autres. Et c'est pas systématiquement ces personnes qui ensuite ont été poursuivies en justice et se sont retrouvées emprisonnées. Et c'est ces personnes qui sont soupçonnées d'être d'éventuels agents du FBI. Absolument. Et pour certains, ça ne fait aucun doute qu'ils l'étaient, qu'ils le sont et qu'ils avaient une mission. Et si il est prouvé que l'émeute, en fait, a été manipulée par des agents du FBI, ça change beaucoup la lecture des événements de cette journée-là. Donc, ça, c'est pas le rôle de Donald Trump. Donald Trump n'ira pas le faire. C'est le rôle du Congrès. Vous avez des commissions au Congrès, dont une commission judiciaire, entre autres, et d'autres, dont le rôle est de faire la lumière sur, justement, les activités des agences du gouvernement. Je rappelle que le gouvernement n'est pas supposé prendre parti entre démocrates et républicains. Le gouvernement est une agence au service de tous les Américains. Et là, on a un gouvernement qui a été instrumentalisé par un parti aux dépens de l'autre et donc aux dépens de citoyens américains. Ça, il me semble important de faire la lumière sur de tels événements. Mais Donald Trump lui-même, pour en revenir à votre question, sur le plan personnel, non. Il va pas chercher à mettre ses adversaires en prison. Par contre, faire le nettoyage, ça, ce sera une vraie revanche de son côté et un vrai succès s'il y parvient. Et quel héritage il voudra laisser à l'Amérique au terme de ce deuxième mandat pour vous? Ah ben, son héritage, c'est que le principe de l'America First, le principe de Make America Great Again, du mouvement MAGA, lui survivent, exactement. Et je rappelle que lors de sa victoire électorale, la nuit du 5 au 6 novembre, il a parlé d'un mouvement. Il a dit, nous avons mis un mouvement en marche. Donc un mouvement, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui est dynamique. Pour moi, J.D. Vance est l'héritier de ce mouvement. C'est pour ça qu'il a été choisi comme vice-président, parce que c'est celui qui est le plus en phase avec les idées de Donald Trump pour rendre justement sa grandeur à l'Amérique. Sur le plan de l'économie, cette alliance de protectionnisme et je dirais de dynamisme industriel que beaucoup n'ont pas, J.D. Vance cela. J.D. Vance fait partie de ces gens qui estiment que un libéralisme sans bornes ne bénéficie plus aujourd'hui à l'économie américaine,
que les termes de l'échange doivent être rééquilibrés. Il faut arriver à ce qu'il appelle le post-libéralisme, à justement faire en sorte que, parce que des coûts de production sont plus bas quelque part, eh bien, ce pays n'a pas la capacité à aller tuer une industrie ailleurs. Ce que les Chinois font systématiquement sur certains produits. Les panneaux solaires, par exemple, on parlait de ça, sur tous ces produits, ils sont capables de les produire non seulement à des coûts inférieurs, mais parce qu'ils pratiquent une forme de capitalisme d'État, ils sont capables d'avoir des entreprises qui perdent de l'argent pendant des années pour gagner des parts de marché, et une fois qu'ils ont un monopole sur le marché, ben là, ils le contrôlent totalement. Donc cette capacité à jouer d'un pays à l'autre est, je dirais, l'un des écueils qu'un libéralisme sans contrôle produit aujourd'hui. J.D. Vance est parfaitement conscient de tout ça, et je crois que c'est l'héritier du Trumpisme, et le but de Donald Trump, c'est de mettre l'Amérique en voie de rétablissement et qu'il y ait quelqu'un derrière capable de poursuivre, de prolonger cet effort. Et pour moi, ce sera la tâche de J.D. Vance dans 4 ans. Peut-être pour conclure, quel est le principal enseignement que nos auditeurs devraient retenir de cette victoire de Trump, selon vous? Moi, je la trouve extrêmement rassurante. Je suis très enthousiaste, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis très enthousiaste par le résultat, parce que, très honnêtement, l'Amérique file un mauvais coton, pour parler familièrement. Moi, je connais très très bien l'Amérique. Voilà, je suis américain, j'y ai vécu pendant des années en Californie, qui est un très bel endroit au passage, et j'ai vu l'Amérique se détériorer, véritablement se détériorer au cours des années. D'une visite sur place à une autre, je voyais des changements. C'était toujours dans le mauvais sens, toujours dans le mauvais sens. Il y avait toujours plus de sans-abri, il y avait plus de drogués, il y avait moins de sécurité, la vie était plus chère, parfois très chère. Les gens semblaient plus déprimés, ayant moins conscience dans l'avenir. J'ai des amis qui ont quitté les États-Unis, qui étaient voilà étudiants aux États-Unis. J'ai rencontré d'autres étudiants internationaux. Beaucoup de gens venaient étudier d'Europe, du Japon. On a étudié aux États-Unis. Beaucoup sont restés. Se sont mariés aux États-Unis avec un Américain. J'ai des amis qui sont partis parce que la vie était devenue impossible. Et je voyais cette idéologie woke véritablement en train de détruire radicalement les fondements même de l'Amérique, de transformer l'Amérique parce que elle est pour moi motivée par des gens qui n'aiment pas ce qu'est l'Amérique. Souvenez-vous, il y a une phrase très importante dans la campagne prononcée par Donald Trump. Après que Biden ait traité les supporters de Donald Trump d'ordures, vous vous souvenez, à cause de cette controverse liée à ce qu'un comédien avait dit, une mauvaise blague au passage, oui, mais mauvaise blague quand même, et Biden répond en disant les seules ordures que je vois, ce sont les supporters de Trump. C'est un président qui parle des Américains. Et Donald Trump a dit, on ne peut pas diriger l'Amérique quand on n'aime pas les Américains. Ça, c'est fondamental. Vous avez aux États-Unis un certain nombre de gens à l'extrême gauche qui n'aiment pas l'Amérique, qui ont ce self-loathing, on dit en anglais, cette haine de soi. Ils sont animés par une haine de soi qui les fait aller dans le mauvais sens et détruire le pays, alors que ce pays est formidable, qu'il offre des opportunités qu'aucun autre pays peut offrir, qui est magnifique sur le plan des paysages et de la constitution, qui a un potentiel absolument énorme. Et cette Amérique que moi j'ai aimée, je l'ai vue depuis 20 ans être détruite de l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a la chance d'un rebond. On a mis fin à ce cycle du déclin. On a mis fin à cette descente aux enfers. Les électeurs ont dit non de manière, pour moi, massive, de manière déterminée, et ils ont dit oui à quelqu'un qui a un programme que beaucoup auraient pu rejeter. Parce que la personnalité de Trump, je comprends qu'elle puisse effrayer certains. C'est quelqu'un qui est autoritaire, ça fait aucun doute. Mais aujourd'hui, les Américains ont tellement plus confiance dans leur gouvernement, ils ont choisi quelqu'un d'extérieur au gouvernement pour réformer le gouvernement. Donc fondamentalement, pour moi, cette élection, elle envoie un message très positif sur l'avenir et sur la capacité des États-Unis et des Américains à inverser cette pente du déclin. Cette fatalité du déclin, elle a été stoppée le 5 novembre. Donc moi, je vois cette élection avec soulagement et beaucoup d'optimisme.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Gérald Olivier. Je vous en prie, c'est un plaisir.